On a Polygon qui va débloquer un gros paquet de fric pour les 10 prochaines années. La tendance est à la subvention côté crypto. On l'avait eu avec le DeFi Summer sur Starknet, où justement pour motiver les gens à utiliser les protocoles, ils donnaient des Stark. On l'a vu avec Arbitrum qui a débloqué plus de 200 millions de dollars de budget pour l'écosystème gaming. Cette fois, c'est Polygon qui débloque quelques millions de dollars pour son écosystème. Donc ça se suit. C'est vrai que ça reste calme en ce moment, Polygon, hein, franchement. Ensuite, on a des nouvelles de l'alliance de Lido. Donc, petit trade de TX Analyzer que je vous laisserai en description qui nous explique du coup les nouvelles liées à la Lido Alliance. Donc en fait, l'histoire c'est de dire qu'Eigenlayer a pris pas mal de parts de marché à Lido. Etherfi aussi, et donc pour pas se laisser bouffer, Lido vont sortir un protocole qui s'appelle Symbiotic qui va vous permettre de faire du restaking avec de l'Ether, mais pas seulement, vous pourrez aussi faire du restaking avec d'autres sortes de jetons. Ce seront aux AVS de choisir quels actifs ils acceptent pour sécuriser leur réseau. Alors pour rappel, c'est quoi un AVS? C'est un service. Voilà, c'est un service qui tournera en surcouche du protocole de restaking. Donc ça peut être un layer 1, un layer 2, voilà, un projet d'Epin, DeFi, ce que tu veux. Toutes sortes de services, toutes sortes de protocoles. Et donc ce protocole ou service ou autre, il a besoin de sécurité sous-jacente. Donc il peut définir quel type de jeton il veut pour sa sécurité sous-jacente. Il peut dire, moi par exemple, je veux prendre que de l'Ether ou que du Bitcoin, ou de l'Ether et du Solana, de l'Ether et de l'USDC, etc. Voilà, donc plus de flexibilité avec ce protocole. On pourrait parler de multi-restaking d'une certaine façon. Voilà, et il y aura aussi la possibilité de choisir son niveau de risque. Voilà, pour les nouvelles. Donc, ils ont lancé le protocole. On a déjà quasiment 250 millions de TVL dessus. Et c'est que le début. Et apparemment, il y a un système de points avec un potentiel airdrop pour ceux qui participeront à ce protocole. Donc, ils ont fermé le dépôt, on me dit dans le chat, ce qui explique pourquoi, pour le moment, la TVL ne bouge pas. Ensuite, j'ai vu passer ça. On a des crypto-bros francophones qui ont envie de faire en sorte que le Bitcoin soit représenté aux législatives. Je vous avoue que j'ai pas trop compris dans l'idée. Donc il y a Aurore qui va avec ses collègues coucher par écrit le projet. Et j'en ai parlé avec elle tout à l'heure parce que c'est tout frais, hein. Elle a fait le tweet tout à l'heure. Je ferai une émission dédiée où je l'interviewerai, elle et potentiellement d'autres personnes, pour justement couvrir cette chose. L'idée c'est quoi? C'est potentiellement, tu vois, tu as le vote blanc, tu as le vote abstentionniste, tu as le vote pour un parti, et tu aurais le vote orange, ce serait le vote Bitcoin. Donc ce serait pas un parti Bitcoin, mais ce serait plutôt un vote pour dire je vote dans le sens des crypto-monnaies. Donc je pense que pour le moment c'est plus idéologique et symbolique à ce stade, mais je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Et l'idée c'est aussi peut-être de motiver des gens qui ont des ambitions politiques ou des ambitions dans leur pays pour représenter les cryptos, parce que de toute façon on en a bien besoin. Et moi je vais être très transparent avec vous, là c'est moi qui parle, hein, c'est pas Coin Academy ou Picsou. D'une, je vais suivre ça avec attention, et de deux, tout responsable politique qui défendra les cryptos dans une certaine mesure, ce que je veux dire par là, c'est que s'il me dit il y a des cryptos, mais que derrière, politiquement parlant, c'est du niet de chez niet, je suivrai, mais je ne soutiendrai pas. Par contre, un politique qui défend mes idées et qui en même temps défend les cryptos, ça me plairait. Aujourd'hui, c'est pas le cas, ça n'existe pas. Pour moi, en tout cas, je ne me sens pas représenté, donc j'ai pas voté. Mais je vous en parlerai. Voilà. On apprend via GrowThePie que grâce au roll-up, Ethereum a multiplié par 23 sa bande passante, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 23 la capacité à faire des transactions si on compte tous les roll-ups ensemble. Alors, vous pouvez aller sur le site de GrowThePie, ensuite vous allez dans Throughput, c'est-à-dire bande passante, hop. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici sur Maximum, et en bas, voilà, je suis au-dessus du chat. Et normalement, en cochant tout, vous pouvez voir la bande passante. Donc, qui est principalement boostée par le layer de Base, avec juste derrière Arbitrum et Optimism, et elle ne fait que augmenter. On avait un petit pic en avril, ça a baissé, et là ça ne fait que augmenter, l'usage sur Base ne fait que augmenter. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait d'autres clients sur Solana qui sont en cours de développement. Voilà, donc la grande force d'Ethereum pour sa décentralisation et sa stabilité, c'est le fait qu'il y a plusieurs clients. Voilà, quand tu tapes Ethereum Client List, par exemple. Du coup, voilà, les différents clients
d'exécution, parce qu'il y a des clients de consensus, je crois, et des clients d'exécution. Pour ce qui est des clients d'exécution, en fait, bah, c'est pas tenu par les mêmes entreprises, t'as pas les mêmes langages de programmation, donc t'as pas le même code informatique derrière, ce qui fait que si t'as un client qui bug, bah, tous les clients ne bug pas, donc ça fait que le réseau Ethereum continue de tourner. Dans le cas de Solana, pour le moment, on a que 2 clients qui sont live, et on a d'autres clients qui sont en cours de développement. On a le FireDancer qui va sortir, qui sera un client développé avec le langage C. On a le client SIG by Syndica que je ne connaissais pas du coup, qui est un client qui va être développé avec le langage Zig, qui est un langage datant de 2015, qui est interopérable avec le C, qui est optimisé pour les vitesses de lecture-écriture, etc. Donc ils expliquent un petit peu en détail les bottlenecks au niveau du réseau et la capacité de décupler la puissance sur le réseau Solana à l'aide de ce langage, voilà. Donc c'est en cours de développement. On nous apprend aussi qu'il y a un autre client qui s'appelle TinyDancer, qui va être un client léger, qui là aussi va faciliter la décentralisation. Voilà, donc on va avoir une multiplication des clients, ce qui va favoriser là aussi la décentralisation sur Solana. Donc c'est une très très bonne chose honnêtement, à faire à suivre. Donc on ne peut pas spéculer là-dessus. La seule spéculation qu'on peut faire, c'est de se dire que Solana se décentralise. Beaucoup de monde a critiqué Solana pour sa centralisation, mais il y a des efforts qui sont faits dans le bon sens. Donc on a 2 projets qui viennent de sortir leurs jetons. Ionet et Aether, qui font plus ou moins la même chose en se spécialisant. Donc on a le token IO qui était sorti il y a peu de temps, avec une FDV de l'ordre de 4,3 milliards de dollars, en sachant qu'ils proposaient à leurs investisseurs de rentrer à 300 millions de FDV en début d'année. Ces investisseurs ont 1 an de cliff, c'est-à-dire que pendant 1 an, ils ne peuvent pas vendre, mais pour le moment, ils sont en x14 sur leur investissement. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que moi, j'aurais du mal à rentrer sur le projet avec cette information à ma disposition. C'est la même chose pour Aether qui vient de sortir son jeton. Aether, tu pouvais aussi rentrer aux alentours de 300 millions. Et tu as aussi 1 an de cliff dans le contrat, aux dernières nouvelles. Donc là, on est à 2,7 milliards de capitalisation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en x9 sur leur investissement. On me dit 200 millions pour Aether, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés encore plus bas. Donc il y en a qui sont en x9, il y en a qui sont en x13 sur leur investissement. Ça veut dire que le jeton, il peut diviser par 10. Les gars, ils n'auront pas perdu d'argent. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais ceux qui sont rentrés, bah GG. GG pour le braquage, si le prix tient à peu près. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des projets. Donc Ionet, c'est quoi? C'est un agrégateur de cartes graphiques et de processeurs, mais il se spécialise quand même pas mal sur les cartes graphiques. Qu'est-ce que j'entends par agrégateur? C'est-à-dire qu'il propose à des individus de louer une ou plusieurs cartes graphiques, que ce soit des cartes graphiques pour gamers ou des cartes graphiques pour les professionnels. Et ensuite, il crée des clusters, c'est-à-dire des packages de plusieurs cartes graphiques, et toi, tu peux payer pour louer cette puissance graphique pour faire des calculs liés à de l'IA principalement. Donc leur argument de vente, c'est que ils sont moins chers que les solutions centralisées. Ils ont un joli site, ils ont des jolis partenaires comme Solana. Historiquement, il nous parlait d'un partenariat avec Filecoin, je ne le vois plus. Tiens, bon, bah il n'y a plus, ok. Et il y a eu un FUD récent parce que apparemment le protocole a sorti son jeton. Ils ont sorti leur offre de location, mais elle ne marche pas toujours très bien. Elle marche parfois bien, parfois pas. Donc on a le CEO d'Akash qui nous explique qu'en fait il a payé par exemple pour un cluster de 4 cartes graphiques A100 de Nvidia, qui sont des cartes graphiques pour les professionnels, principalement utilisées pour l'IA. Et au lieu d'avoir 4 cartes graphiques A100, il a eu une seule RTX A4000. Donc il s'est complètement fait avoir. Il a reçu une réponse de la part du CEO lui expliquant que... Attends. Alors déjà, le CEO a d'abord fait une... Ah ouais, j'avais pas vu ça. Le CEO a d'abord fait une réponse de gamin pour dire ton coin a dump et puis après tu nous FUD, etc. Et au final, il a supprimé son tweet. Et aux dernières nouvelles, il avait fait une réponse un peu plus politique pour lui dire... oui, j'ai vu que tu as essayé de louer plusieurs clusters, ils ont tous bien marché sauf celui-là, et quand un cluster ne fonctionne pas, eh bien il est détruit et on ne te le fait pas payer. Voilà. Mais tout ça pour dire que pour le moment,
le service ne fonctionne pas des masses. Et moi, en fait, je vais vous dire un truc, c'est hyper contre-productif ce que je vais dire, parce que moi, je vis des crypto-monnaies, je tiens un média autour des crypto-monnaies, mais j'ai tellement l'habitude de voir des marchands de tapis sur ce marché que j'ai l'impression qu'on a encore affaire à un projet qui, sur le papier, est très beau, très intéressant, mais qui est encore géré par des putains de glands, en fait. Voilà, ce sera la seule fois dans cette émission où je dirai un gros mot. C'est que là, on est vraiment en train de nous prendre pour des couillons, j'ai l'impression. J'ai pas testé le service, hein, mais je veux dire, tu dis à quelqu'un, j'achète un cluster de 4 cartes graphiques, tu récupères une carte graphique. Donc voilà pour la parenthèse Ionette, on a fait une analyse complète du projet. Moi, j'ai rien de personnel contre le projet. En fait, j'étais assez hype à l'origine vis-à-vis du projet et je me rends compte que ça sent moyen. Il y a eu des histoires de statistiques qui étaient fake, oui, tout à fait, on en avait parlé dans une émission précédente. Donc ensuite, on a un concurrent qui s'appelle Aethir, qui est aussi un service, on va dire, de carte graphique as a service, où tu vas louer de la puissance graphique. Sauf que eux, ils se spécialisent chez les professionnels. Et ça a l'air d'être déjà plus sérieux. Donc eux, ils disent, nous, on fait de l'IA et du gaming. Et quand il s'agit de gaming, ils parlent de cloud gaming et ils parlent de basse latence. Et ça m'intéresse. Donc on a fait une analyse récente, que je vous laisse en description si vous l'écoutez sur YouTube, où on parle des différents services. Donc, par exemple, il va y avoir Aethir Air. En fait, l'idée, ça va être de proposer à des projets de pouvoir louer la puissance graphique d'Aethir pour pouvoir permettre de faire du cloud gaming. Alors, c'est quoi le principe du cloud gaming? En gros, vous avez, par exemple, un ordinateur ou une console portable qui tourne sur Windows, sur Linux, etc., qui a une certaine puissance, mais une puissance qui est limitée. Et le but, c'est que si vous avez une très bonne connexion Internet, eh bien, vous demandez à un ordinateur distant de vous streamer l'image. Comme ça, en fait, ça va surtout pomper énormément sur votre bande passante, donc votre connexion Internet, et pas sur votre puissance processeur, RAM, carte graphique. Donc, pour que ce soit efficace, il faut bien entendu que le serveur distant qui vous donne cette puissance de calcul, il a un bon processeur, de la bonne RAM, une bonne carte graphique, une connexion assez stable, un protocole de communication qui soit bon, et surtout qui soit à une distance assez raisonnable de vous. Parce que, imaginons, moi je suis au Luxembourg, et je fais appel à un service qui est aux États-Unis. Si le flux il fait un aller-retour entre le Luxembourg et les États-Unis, je me tape 200 de ping, c'est injouable. À l'inverse, si le service est hébergé au Luxembourg, c'est plutôt bon. Donc l'intérêt de la décentralisation pour ce type de service, ce serait que tu es déjà un petit peu partout dans le monde et que le protocole soit capable très rapidement de localiser où est le client et où sont les serveurs sur le protocole qui puisse donner cette puissance graphique pour avoir le ping le plus bas possible et donc proposer la latence la plus basse possible. Donc c'est un petit peu ça la promesse. Apparemment, ils vont bosser avec des grands. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Et cette logique-là de toucher les professionnels, c'est ce qu'ils vendent un petit peu aussi. Voilà. Donc ils ont aussi un business model où justement ils prennent une commission chez les gens qui utilisent leur service. Et j'ai pas vu de données à ce sujet-là, mais je ne sais pas si le paiement se fait exclusivement en crypto ou crypto et fiat, et avec le fiat, on buyback le jeton. J'ai pas trouvé cette information. Voilà. En tout cas, ce projet-là m'a l'air nettement plus sérieux qu'Ionette. En tout cas, j'ai pas vu de FUD pour commencer. Et on a un tableau comparatif des différents projets qui font un peu ça, en sachant qu'ils bossent tous plus ou moins les uns avec les autres. Voilà. Donc chez Akash et Render, on a toutes sortes de cartes graphiques aux dernières nouvelles. Genshin, pour le moment, on n'a pas trop de données, mais ça arrivera. Et Aethir, c'est surtout des cartes pour les professionnels, donc des cartes qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Voilà, donc je vous laisserai regarder tout ça. Il y a aussi une vidéo de Victor Crypto qui est très intéressante à ce sujet. Du côté tokenomics, parce qu'on avait fait une petite analyse à ce sujet-là, bon bah voilà, comme je vous ai dit, tous les investisseurs privés n'ont pas accès à leurs jetons avant 12 mois après le TGE. Donc le TGE c'était le 12 juin, donc il n'y aura pas de jetons débloqués avant le 12 juin 2025. Voilà. Et pour ce qui est des saisons airdrop, ça se passe en plusieurs saisons, de sorte à ce que tu n'aies pas trop de pression vendeuse d'un coup, mais aussi pour que tu aies de l'activité constante sur le protocole. Donc il y a eu un premier airdrop qui a été fait le jour du TGE pour les gens qui ont acheté des nodes, qui ont participé au protocole, etc. Il y en aura un autre dans 8 mois et un autre dans 16 mois. Alors j'ai précisé les dates normalement. Oui, je les ai précisées ici. Voilà, saison 1, 12 juin. Saison 2, 12 février 2025. Et saison 3, 12 octobre 2025. Pour stimuler la croissance pendant un bon petit moment. Je trouve à ce sujet-là que la stratégie, elle est bien foutue. Maintenant, on va voir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va être un pétard mouillé? Je sais pas. En tout cas, que ce soit Ionette ou Aethir, on est sur des projets de plusieurs milliards de dollars de capitalisation.
pour très peu d'usage à un instant T. Il faut leur laisser le temps, c'est normal. Mais est-ce que des grands type Nvidia, etc. vont bosser avec ces gens-là? J'en doute, mais on verra. On a Avalanche qui va proposer potentiellement, dans une nouvelle mise à jour de son protocole, la possibilité de pouvoir émettre un subnet sans avoir à bloquer 2000 Avalanche, c'est-à-dire des dizaines de milliers de dollars d'AVAX pour pouvoir devenir un subnet. Plutôt, on va avoir un espèce de paiement à la consommation. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va probablement y avoir une multiplicité des subnets et les frais déportés dans les coûts par transaction pour les utilisateurs devrait être intéressant. Leur objectif étant d'avoir des frais de transaction aussi compétitifs que des roll-up qui stockent une partie de la data availability sur Celestia. Donc des frais qui sont nettement inférieurs à des roll-up qui sont sur Ethereum. Voilà. Donc affaire à suivre, est-ce que ça prendra? Je sais pas. Vous pouvez d'ailleurs taper Avalanche Subnet, je crois. Je crois que c'est ça, voilà. Pour voir les différents subnets du protocole. Donc les subnets, c'est des sous-réseaux, hein. C'est un peu le même principe que des roll-up, sauf qu'au niveau de la sécurité sous-jacente, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Voilà. Et ils mettent en évidence aussi les plus gros subnets, dont celui de DeFi Kingdom et Shrapnel. Et le Dex d'Excelot. Avalanche à part Guru qui y croit encore. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Avalanche, niveau gaming, ils sont pas mal. Déjà, ils sont top 13, hein, c'est pas rien. On est quand même à 13 milliards de valo. 12 milliards pardon, de valo, 13 milliards de FDV. La tech est assez bonne. C'est juste que voilà, ils sont moins bons au niveau marketing que du Solana. Mais quand même. Ouais, Penumbra, ça me dit quelque chose. C'est un truc de privacy, non? Ouais, c'est des shielded transactions. Ouais, c'est pour des transactions privées. Donc, projet qui risque de se faire casser les fesses par nos amis les régulateurs. Et bon, c'est quand même backé par du gros backer, donc à voir. On me dit dans le chat, regarde T-Fuel. Ouais, donc le jeton lié à Theta. T-Fuel, j'avais fait des sous là-dessus en 2021, mais je mettrais pas une bille là-dessus, perso. Fondamentalement parlant, je parle. Hein. Parce que Theta, de manière générale, j'ai un peu de mal à trust. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.